L'activité physique permet-elle de compenser les conséquences de la sédentarité? Et donc, il y a quand même 80% des gens qui pensent que oui. Ah, Quel est ton avis? on va voir. Alors, tu peux mettre la diapositive suivante directement. Alors, peut-être avant enfin, en introduction à cette idée reçue, déjà préciser les termes activité physique et ce qu'est la sédentarité et l'inactivité physique. L'activité physique, la définition classique que tout le monde utilise, c'est que c'était tout mouvement corporel produit par les muscles squelettiques qui entraîne une augmentation de la dépense énergétique. C'est pour ça qu'on utilise par exemple les METS, comme vous l'a présenté Guillaume tout à l'heure, pour quantifier cette activité physique, cette dépense énergétique. À partir de là, il y a des normes internationales de dépenses énergétiques, au-delà desquelles, enfin minimales, pour espérer avoir des bénéfices en termes de santé. Et en ce moment, la norme, c'est 1000 mètres minutes par semaine. Si on dépasse 1000 mètres minutes, on est considéré comme actif. Si on est en dessous de 1000 mètres minutes, on est considéré comme inactif. Très souvent, très longtemps, on a fait l'amalgame entre inactivité physique et sédentarité, ce qui est complètement différent. La sédentarité ou comportement sédentaire, c'est une situation d'éveil qui est caractérisée par une très faible dépense énergétique en position assise ou allongée. Donc là, typiquement, nous sommes tous, ou à minima, Guillaume et moi, parce que c'est les seules caméras allumées, nous sommes sédentaires. Mais à côté, on peut être à la limite actif, voire très actif. Vous voyez que les deux sont indépendants. Quel est le niveau de comportement sédentaire en France? Dans cette étude qui a concerné un peu plus de 33 000 Français, eh bien, on voit qu'en moyenne, j'insiste bien sur le en moyenne, parce qu'il y a une grande hétérogénéité. En moyenne, on passe 12 heures par jour en position assise. Vous avez la répartition, c'est à peu près 4 heures sur le temps de travail, 1 heure dans le temps de transport, 2 heures pour les loisirs, 1 heure et demie devant la télé, 2 heures devant d'autres écrans, et puis à peu près 1 heure pour des activités autres sans écran. Mais en moyenne, c'est 12 heures par jour. Alors bien sûr, ça dépend beaucoup. Ça va dépendre de l'âge. Alors contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est plus l'âge augmente, plus les comportements sédentaires diminuent. Le niveau d'éducation. Alors pourquoi niveau d'éducation? Parce qu'il va jouer beaucoup sur le type d'emploi derrière. Plutôt des emplois tertiaires quand on va faire des études. Je dis bien plutôt, pour pas non plus faire de généralisation abusive. Plutôt des emplois manuels lorsqu'on a des cursus plus courts. Donc c'est plutôt par rapport à cela. Et aussi qu'avec le niveau d'éducation, eh bien, on peut avoir une sensibilité plus ou moins importante au message de santé publique. Et puis on va retrouver le type de travail, forcément. Donc vous vous doutez bien que en fonction du type de travail, les 4 heures que vous voyez en bleu sur ce camembert, ça peut passer de 1 heure à 12 heures. Donc ce sont des comportements, c'est une répartition moyenne. J'insiste bien là-dessus. Néanmoins, quelles sont les conséquences à court terme et à moyen et à long terme de ces comportements sédentaires? On va regarder d'abord les conséquences à long terme. Diapo suivante, s'il te plaît. Donc, ces conséquences, bien sûr, on se doute, elles vont avoir un impact sur la santé cardiovasculaire, métabolique. Dans cette étude qui a concerné plus de, alors j'ai plus la taille d'échantillon exacte, mais c'est plusieurs centaines de milliers de personnes, je crois que c'est aux alentours de 800 000 personnes dans ce suivi, et puis il y a eu un certain nombre de décès ou de maladies chroniques, et ils ont établi le lien entre le comportement sédentaire, le risque de développer des maladies chroniques, le risque de mourir et de mortalité cardiovasculaire ou toute cause. Ici, qu'est-ce que vous avez? Le risque de 1, c'est le risque normal. Quand on est en dessous de 1, le risque est moins élevé. Quand on est au-dessus de 1, le risque est plus élevé. Et là, vous avez la moyenne de toutes les études. Et puis, vous voyez qu'il y a une marge d'erreur. C'est-à-dire que ça montre la complexité. Le risque de développer, par exemple, le diabète de type 2, ça n'est pas lié qu'à la sédentarité. Certains peuvent compenser une sédentarité très élevée par d'autres comportements favorables, ce qui fait qu'ils vont se retrouver là. À l'inverse, d'autres peuvent aggraver l'effet de la sédentarité par d'autres comportements non favorables et ils vont se retrouver plutôt ici. D'accord? Donc j'insiste bien sur cette notion de moyenne. Et vous voyez que si on a un comportement sédentaire important, le risque de développer le diabète de type 2 est 2 fois plus élevé. Le risque de développer des maladies cardiovasculaires, hypertension, maladie coronarienne, insuffisance cardiaque, est 2,5 fois
plus élevé. Et puis le risque de mortalité d'origine cardiovasculaire ou toute cause est également plus élevé, soit 2 fois, soit 1,5 fois. Donc c'est évident que si on adopte durablement des comportements sédentaires, l'impact sur la santé à long terme est assez important, potentiellement. Diapositive suivante, s'il te plaît. Est-ce que l'activité physique va suffire à compenser cet effet de la sédentarité sur notre santé? Eh bien, dans cette étude, où là, il y avait à peu près 18 000 participants de mémoire, ce sont 18 000 Canadiens qui ont été suivis pendant une très longue période, puisque la cohorte a débuté en 1981, eh bien, ils ont pu faire le lien entre la mortalité d'origine cardiovasculaire et le temps passé en position assise. Vous voyez, quand c'est blanc, on n'est presque jamais assis. Quand c'est noir, on est presque tout le temps assis. Et entre, vous avez les niveaux intermédiaires. Donc, un quart du temps, la moitié du temps, ou les 3/4 du temps. À gauche, vous avez les individus qui sont inactifs. Donc, ce sont ceux qui font moins que la recommandation hebdomadaire qui est recommandée chaque semaine. Et vous voyez qu'il y a une relation linéaire. Hein. Plus le niveau de sédentarité augmente, plus le risque de mortalité cardiovasculaire augmente. Maintenant, est-ce que l'activité physique suffit à compenser? Est-ce que l'activité physique suffit à compenser? Eh bien, vous voyez, sur la partie de droite, eh bien, on a une diminution du risque de mortalité d'origine cardiovasculaire qui est évidente, mais malgré tout, on a toujours cette relation linéaire entre le risque de mortalité et le temps passé en position assise. Donc oui, l'activité physique permet de compenser, mais en partie seulement les comportements sédentaires. Donc quand on accompagne des personnes, il faut à la fois faire des recommandations sur l'activité physique, mais aussi des recommandations spécifiques pour les comportements sédentaires. Je vais revenir rapidement dans 2 diapos. Diapo suivante, s'il te plaît. Quelles sont les conséquences à court terme maintenant de la position assise prolongée? Et bien, ce qui se passe, c'est que dans ce cas-là, alors on voit qu'elles peuvent être différentes, hein, ça peut être des tâches complexes devant un écran, soit parce qu'on fait du jeu vidéo, des compétitions d'e-sport, soit parce qu'on a des tâches qui vont mobiliser beaucoup d'attention, par exemple du traitement de données. Ça peut être aussi des tâches complexes sans écran, rédiger un ouvrage, etc., un mémoire pour les étudiants, ou, bon là j'ai mis le Conseil de sécurité de l'ONU, peu importe. Eh bien, qu'est-ce qui se passe quand on est en position assise prolongée? Eh bien, on va avoir une désorganisation au niveau cardiovasculaire qui va faire que on va diminuer notre capacité à bien perfuser le cerveau et lui envoyer suffisamment de sang. Or, les neurones, pour bien fonctionner, ont besoin d'oxygène. Donc, ce qui va se passer, c'est que quand on est en position assise prolongée, notre capacité à oxygéner les différentes zones du cerveau dont on a besoin va diminuer. À partir de là, ça va avoir un impact sur nos performances cognitives, donc à court terme. Diapo suivante, qui sera la dernière. À partir de là, qu'est-ce que l'on peut faire? Il y a un certain nombre de trucs et astuces. C'est sûr que se lever toutes les heures, toutes les 2 heures, mutualiser l'imprimante, par exemple, pour au moins se déplacer quand on imprime un document, mettre des choses dans les escaliers, par exemple, une expo photo qu'ont réalisé les personnes qui travaillent dans une entreprise, plutôt que de la mettre dans l'entrée, on la met dans les escaliers, ce qui va faciliter ce type de mobilité. Voilà, bon, il y a des trucs et astuces de ce type. On voit des choses se développer, qui peuvent être des innovations, de vraies innovations, de fausses innovations. Les pauses actives, leur efficacité a été démontrée, sous réserve qu'elles respectent un certain nombre de conditions. Les bureaux actifs, là on est à la limite de la vraie fausse innovation. Certes, ça permet de faire de l'activité physique, donc on va avoir cette stimulation métabolique et cardiovasculaire qui peut être intéressante, mais une tâche de pédalage, ça mobilise une partie d'attention. Or, on a tous une certaine quantité d'attention disponible. Donc si on en prend une partie pour la tâche de pédalage, ou encore pire, parce que ça demande plus d'attention pour une tâche qui consiste à marcher devant son bureau, parce qu'il y a des tapis roulants exprès, eh bien c'est autant d'attention que l'on ne pourra pas attribuer à la tâche que l'on est en train de réaliser. Donc si c'est une tâche qui est simple, ça pose aucun problème. Si c'est une tâche complexe, qui nécessite beaucoup d'attention, vous serez moins performant pour cette tâche. À partir de là, comme je le disais tout à l'heure, nos environnements aussi nous orientent vers ces comportements sédentaires. Dès l'école, où on est assis et on ne doit pas bouger. Donc il y a des mobiliers innovants. Et notamment à l'école, ce sont les principes de classe debout, les écoles debout. Vous voyez, le mobilier, c'est une classe
Les bureaux sont rehaussés, mais on peut passer la journée assise toute la journée si on le souhaite, puisque ce sont les sièges, vous voyez sur le côté, qui également sont plus élevés. Mais on peut changer de position constamment. Et il est là l'intérêt. On peut être en position assise, avec les jambes allongées, les jambes pliées, on peut se lever. Donc on peut changer de position constamment pendant la journée. Et les études qui ont évalué ça, notamment en Angleterre, montrent que ça n'a aucun impact négatif sur l'organisation de la classe. Ça n'a pas d'impact positif non plus, ou du moins c'est pas vraiment tranché sur l'efficacité des apprentissages. Mais à minima, ça n'a pas d'effet délétère et on adopte de nouveaux comportements pour notre vie adulte. Pour les espaces de bureau, c'est la même chose. Des architectes néerlandais ont proposé le programme The End of Sitting. Donc c'est un espace de bureau qui est très très innovant. Il y a un site End of Sitting, donc je vous encourage à aller voir. Très très innovant, où on peut adopter toutes les positions possibles et imaginables pour un espace de bureau. Donc, ils ont réalisé un certain nombre d'études et ils ont pu constater que, à nouveau, ça n'avait aucun impact négatif sur les performances des employés dans ces tâches de bureau. Par contre, ça avait un impact très positif sur leur qualité de vie au travail, sur les relations qu'ils ont avec les autres, etc. Donc, voilà, il y a de vraies innovations pour contrôler ces comportements sédentaires. Il y a de vraies fausses idées également, mais de façon générale, il faut garder à l'esprit que oui, l'activité physique permet de compenser seulement en partie, pas complètement. Donc il faut des recommandations ou des aménagements qui sont spécifiques.